Imaginez une carte de l'Europe. À l'est, une frontière de 300 km. D'un côté, la Russie de Vladimir Poutine. De l'autre, un pays d'à peine 1,3 million d'habitants. Ce pays, c'est l'Estonie. Et aujourd'hui, ses dirigeants envoient un message glaçant. Si Moscou franchit la ligne rouge, nous frapperons. Pas seulement nous défendre, frapper. Ce n'est pas une déclaration improvisée. Ce n'est pas un coup de communication. C'est une stratégie militaire assumée. Alors pourquoi un si petit État parle-t-il le langage de la guerre préventive? Est-ce un bluff pour dissuader? Ou le signe que l'Europe entre dans une nouvelle phase beaucoup plus dangereuse? Parce que derrière cette phrase choc, il y a une réalité que beaucoup sous-estiment. Les pays baltes se préparent à l'impensable. Et ce qui se joue là-bas pourrait redessiner l'équilibre sécuritaire de tout le continent. Pour comprendre la nervosité estonienne, il faut intégrer une chose essentielle. En Estonie, la Russie n'est pas une abstraction géopolitique, c'est un voisin imprévisible, un voisin immense, un voisin qui, à plusieurs reprises dans l'histoire, a effacé le pays de la carte. Quand l'Union soviétique annexe l'Estonie en 1940, ce n'est pas une simple occupation militaire. Des milliers de personnes sont déportées en Sibérie, l'élite politique disparaît, la culture nationale est réprimée. Pendant 50 ans, l'Estonie n'existe plus comme État souverain. Donc, quand elle retrouve son indépendance en 1991, ce n'est pas seulement une transition politique, c'est une renaissance. Et cette renaissance s'accompagne d'une obsession, ne plus jamais dépendre de Moscou. C'est pour ça que l'Estonie rejoint l'OTAN en 2004. Pas par posture idéologique, par instinct de survie. Parce que dans l'esprit estonien, la garantie ultime de sécurité, c'est l'article 5. Une attaque contre un membre est une attaque contre tous. Mais depuis 2022, une question hante les capitales baltes. Et si l'OTAN hésitait? Parce que la stratégie russe moderne ne passe pas forcément par des colonnes de chars. Elle passe par l'ambiguïté. En 2007, l'Estonie a déjà subi une cyberattaque massive attribuée à des acteurs russes. Banques paralysées, médias bloqués, institutions saturées. À l'époque, c'était un avertissement. Aujourd'hui, ce serait peut-être le premier acte d'un scénario plus large. Tallinn le sait. La prochaine crise pourrait commencer par quelque chose de flou. Un sabotage de câbles sous-marins en mer Baltique, une panne énergétique inexpliquée, des manifestations soudaines dans une zone russophone. Et le doute serait l'arme principale. Prenons Narva, ville frontalière, majorité russophone, à quelques mètres seulement du territoire russe. De l'autre côté du fleuve, une immense forteresse russe domine l'horizon. Symboliquement, tout est là. Deux mondes face à face. Moscou a déjà utilisé l'argument de la protection des Russes ethniques pour intervenir en Ukraine. À Tallinn, on observe ça avec une extrême vigilance. Même si la majorité des russophones d'Estonie sont loyaux à l'État estonien, le risque d'instrumentalisation existe. Et en géopolitique, le simple risque suffit à déclencher des plans militaires. Autre facteur, la profondeur stratégique. L'Estonie est petite, très petite. En cas d'attaque conventionnelle rapide, certaines simulations occidentales ont montré que les forces russes pourraient atteindre Tallinn en quelques jours si elles n'étaient pas immédiatement stoppées. Cela signifie une chose simple. Et puis, il y a la transformation de la mer Baltique. Avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, la Baltique est presque devenue un lac otanien. Pour Moscou, c'est un bouleversement stratégique. Et quand un équilibre régional change brutalement, l'histoire montre que les périodes d'ajustement sont dangereuses. Exercices militaires intensifiés, survol d'avions, navires surveillés. La tension n'est pas constante, mais elle est latente, permanente. Donc, quand les dirigeants estoniens évoquent de la possibilité de frapper si une ligne rouge est franchie, ce n'est pas de la bravade, c'est la conséquence logique d'une équation. Petit territoire plus voisins puissants, plus mémoire historique traumatique, plus guerre en Ukraine, laisse stratégie de fermeté maximale. Pour Tallinn, la pire erreur serait d'envoyer un signal de faiblesse, parce que dans leur lecture du Kremlin, la faiblesse invite le test. Et un test mal géré peut devenir une crise majeure. La question maintenant, ce n'est plus seulement pourquoi l'Estonie se sent menacée, la vraie question c'est jusqu'où est-elle prête à aller pour que cette menace ne se concrétise jamais? Si l'Estonie se sent menacée, la question suivante est encore plus dérangeante. Que fait-on quand on est petit, face à un géant? Traditionnellement, un État vulnérable mise sur la défense, on fortifie, on attend l'attaque, on riposte. Mais à Tallinn, le raisonnement évolue. Parce que dans les scénarios modernes, attendre peut être fatal. Imaginez une opération hybride russe, pas une invasion massive, pas des colonnes de chars, mais une série d'actions coordonnées, cyberattaques, sabotage d'infrastructures,
Déstabilisation politique, pression informationnelle, le tout suffisamment ambigu pour éviter un déclenchement automatique de l'OTAN. C'est ça le cœur du problème. La Russie excelle dans la zone grise. Et dans cette zone grise, celui qui hésite perd l'initiative. La doctrine évoquée par certains responsables estoniens repose sur un principe simple: ne pas laisser l'adversaire fixer le tempo. Autrement dit, si une menace imminente est détectée, frapper des cibles militaires russes proches de la frontière avant que l'opération ne soit irréversible. Ce n'est pas une invasion, c'est une frappe de neutralisation. Centre logistique, dépôt de munitions, infrastructure de commandement. L'objectif n'est pas d'occuper le territoire russe, l'objectif est d'empêcher une action. C'est un changement de posture psychologique. On passe d'une dissuasion passive à une dissuasion active. Le message envoyé à Moscou est clair: si vous pensez pouvoir tester l'Estonie à bas bruit, vous vous trompez. Nous réagirons vite et fort. Le problème, c'est que ce type de doctrine repose sur l'anticipation. Et l'anticipation, en matière militaire, n'est jamais parfaite. Comment être certain qu'un mouvement de troupes est une préparation offensive? Comment distinguer un exercice d'un prépositionnement? Dans un climat de méfiance extrême, le risque d'erreur d'interprétation augmente. Et une frappe préventive mal évaluée pourrait être perçue par Moscou comme une agression directe. Il y a aussi un autre facteur décisif: l'OTAN. L'Estonie n'est pas seule. Des forces britanniques, françaises, américaines sont déployées sur son sol. Cela signifie que toute escalade aurait immédiatement une dimension internationale. Si l'Estonie frappe, est-ce une décision nationale ou une décision coordonnée avec l'Alliance? Officiellement, l'OTAN reste défensive, mais dans la pratique, la frontière entre défense et neutralisation préventive peut devenir floue, surtout face à une menace hybride. Et il faut ajouter une donnée essentielle: la crédibilité. En matière de dissuasion, ce n'est pas ce que vous dites qui compte, c'est ce que l'adversaire croit que vous êtes capable de faire. Si Moscou estime que l'Estonie bluffe, la posture perd toute efficacité. Si au contraire le Kremlin pense que Tallinn est réellement prête à frapper, alors le calcul change. Et c'est précisément ce que cherche l'Estonie: modifier le calcul coût-bénéfice du Kremlin, rendre toute tentative trop risquée. La Russie reste une puissance nucléaire, et dans sa doctrine officielle, elle se réserve le droit d'utiliser l'arme nucléaire en cas de menace existentielle. Même si une frappe estonienne serait conventionnelle et ciblée, la réaction russe pourrait être disproportionnée. C'est toute la logique de l'escalade. Chaque palier franchi rend le retour en arrière plus difficile. On entre alors dans un paradoxe stratégique. Pour éviter la guerre, il faut convaincre qu'on est prêt à la déclencher. Plus la posture est crédible, plus elle dissuade. Mais plus elle est crédible, plus elle rend l'erreur potentiellement catastrophique. C'est une ligne de crête extrêmement étroite. Il ne faut pas non plus négliger le facteur domestique. En Estonie, l'opinion publique soutient massivement l'Ukraine et se montre méfiante vis-à-vis de Moscou. Les dirigeants savent qu'ils seraient sévèrement jugés s'ils apparaissaient naïfs ou hésitants face à une menace russe. La fermeté n'est donc pas seulement militaire, elle est aussi politique. Elle vise à rassurer la population: nous ne subirons plus l'histoire. Alors, bluff stratégique ou véritable basculement doctrinal? La réponse est probablement entre les deux. L'Estonie ne cherche pas la confrontation, mais elle veut que le Kremlin intègre une donnée nouvelle. Le coût d'une provocation ne serait plus différé. Il serait immédiat, et dans un environnement où chaque acteur teste les limites de l'autre, la question devient vertigineuse. Cette stratégie renforce-t-elle réellement la stabilité, ou ajoute-t-elle une étincelle de plus dans une région déjà saturée de tensions? Si l'Estonie frappe, ce ne sera jamais seulement l'Estonie. Et c'est là que tout devient explosif, parce que l'Estonie est membre de l'OTAN. Et dans l'OTAN, il existe un principe fondamental. L'article 5, une attaque contre un membre est considérée comme une attaque contre tous. C'est la garantie ultime, mais c'est aussi une mécanique redoutable. Imaginez le scénario: une tension monte à la frontière. Des signaux inquiétants apparaissent. Tallinn estime qu'une action russe est imminente. Une frappe préventive est lancée contre une infrastructure militaire de l'autre côté de la frontière. Immédiatement, Moscou dénonce une agression. Et la question surgit: sommes-nous entrés dans une guerre OTAN-Russie? Car même si l'initiative vient d'Estonie, la Russie pourrait considérer que l'alliance entière est responsable. Pourquoi? Parce que des troupes alliées sont déjà déployées sur le sol estonien. Des soldats britanniques, des unités françaises, des forces américaines. Ce n'est pas symbolique, c'est opérationnel. Et cela signifie qu'en cas de riposte russe, des militaires de grande puissance occidentale pourraient être directement visés. À partir de là, l'escalade devient presque automatique. Il faut aussi intégrer un élément central: la doctrine nucléaire russe.
Dans ses textes officiels, Moscou se réserve le droit d'utiliser l'arme nucléaire si l'existence même de l'État est menacée. Évidemment, une frappe limitée en zone frontalière ne représenterait pas une menace existentielle. Mais dans un climat de confrontation directe avec l'OTAN, la perception peut évoluer très vite. Et dans les crises internationales, ce ne sont pas toujours les faits qui comptent, ce sont les interprétations. L'histoire de la guerre froide est remplie de moments où une erreur, un radar défaillant, une mauvaise lecture ont failli déclencher l'irréversible. Aujourd'hui, la technologie est plus sophistiquée, mais la vitesse de décision est aussi beaucoup plus rapide. Missiles hypersoniques, drones longue portée, cyberattaques en temps réel. Le temps politique pour réfléchir se réduit, et quand le temps se réduit, le risque augmente. La mer Baltique est devenue l'un des points chauds du continent. Avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, l'équilibre stratégique a basculé. Pour Moscou, cela ressemble à un encerclement. Pour les pays riverains, c'est une garantie de sécurité. Mais quand deux lectures opposées coexistent, la stabilité repose sur un fil. Survol d'avions militaires, manœuvres navales, incidents diplomatiques. Chaque événement est analysé à travers le prisme de la méfiance. Et c'est peut-être ça, le cœur du problème. Ni l'Estonie ni la Russie ne cherchent officiellement une guerre totale. L'OTAN non plus. Mais chacun veut démontrer qu'il ne reculera pas. Or, quand tous les acteurs veulent apparaître déterminés, la marge de désescalade se réduit. On appelle cela le piège de la crédibilité. Si vous menacez et que vous ne réagissez pas, vous perdez en dissuasion. Si vous réagissez trop fort, vous déclenchez l'escalade. C'est une mécanique presque mathématique. Il faut aussi considérer les capitales occidentales. Washington, Londres, Paris, Berlin. Toutes soutiennent fermement les pays baltes. Mais seraient-elles prêtes à aller jusqu'à un affrontement direct avec la Russie pour un incident frontalier ambigu? Officiellement, oui. Politiquement, la pression serait immense, car une confrontation directe OTAN-Russie ne ressemblerait pas à la guerre en Ukraine. Ce serait un choc entre puissances nucléaires, avec des conséquences mondiales. Voilà pourquoi la posture estonienne est à la fois compréhensible et dangereuse. Compréhensible, parce qu'un petit État frontalier ne peut pas se permettre l'ambiguïté. Dangereuse, parce que dans un système d'alliance, chaque décision locale devient globale. Un tir de missile à la frontière pourrait provoquer des réunions d'urgence à Washington dans l'heure. Et à partir de là, les événements pourraient dépasser les intentions initiales. La question n'est donc plus seulement « l'Estonie est-elle prête à frapper ?» La vraie question est « le système international est-il encore capable d'absorber un choc majeur sans basculer ?» Parce que dans un monde où les lignes rouges se multiplient, il suffit qu'une seule soit franchie pour que la mécanique s'emballe. Et une fois lancée, l'escalade ne demande pas l'accord de ceux qui l'ont déclenchée. Au fond, ce qui se joue ici dépasse largement l'Estonie. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un petit pays frontalier qui hausse le ton face à la Russie. C'est le symptôme d'un continent qui a changé d'époque. Pendant des années, l'Europe a cru que la guerre conventionnelle appartenait au passé, que l'interdépendance économique suffisait à contenir les ambitions territoriales, que les lignes rouges étaient stables. Puis l'Ukraine a été envahie et tout a basculé. Aujourd'hui, l'Estonie regarde ce conflit avec une question simple. Si cela est arrivé à Kiev, pourquoi pas à Tallinn? Alors elle choisit la fermeté maximale. Elle envoie un message clair à la Russie de Vladimir Poutine. Ne testez pas notre détermination, parce que le moindre doute pourrait être exploité. Mais plus la dissuasion devient offensive, plus l'équilibre devient fragile. On entre dans une ère où chacun affiche sa capacité à frapper vite. On entre dans une ère où chacun affiche sa capacité à frapper vite, où la rapidité de décision prime sur la patience diplomatique, où la crédibilité militaire devient un outil de communication politique. Et dans cet environnement, le danger ne vient pas forcément d'une volonté délibérée de guerre, il vient d'un enchaînement, d'un calcul erroné, d'une mauvaise lecture, d'un excès de confiance. L'histoire montre que les grandes confrontations ne commencent pas toujours par une décision spectaculaire. Elles commencent parfois par une escalade graduelle. Un incident, une riposte, une contre-riposte, et soudain, le point de non-retour est franchi, sans que personne n'ait vraiment voulu aller jusque-là. Alors, est-ce que l'Estonie est prête à envahir la Russie? Non, ce n'est pas le sujet. La vraie question, c'est celle-ci. Sommes-nous entrés dans une phase où la paix repose moins sur la retenue et davantage sur la peur de la réaction adverse? Parce que si chaque acteur estime qu'il doit frapper le premier pour ne pas être dépassé, alors la stabilité devient une course contre le temps. Dans les capitales baltes, on dit souvent une chose, nous ne voulons pas être le prochain chapitre de l'histoire. Mais l'histoire, elle, ne prévient pas toujours avant de s'écrire. Et quand les lignes rouges deviennent des fils tendus au-dessus du vide, il suffit d'un pas mal calculé. Un seul, pour que l'équilibre bascule,
Et dans un face-à-face entre puissances nucléaires, ce ne sont pas les intentions qui comptent, ce sont les conséquences.